Alors ce 15 décembre 2006, logiquement, Raphaël était espéré pour les fêtes de fin d'année. Mais étrangement, depuis plus d'un mois, il ne donne aucune nouvelle. On nous a dit, vous savez, c'est un adulte, il est libre de faire ce qu'il veut, il est majeur, vacciné, si ça se trouve, il est peut-être parti se planquer, il est peut-être parti avec quelqu'un d'autre. Tant qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de deuil. Raphaël Lomoro, 46 ans, est attendu en France, à Folklin, pour passer les fêtes en famille. Travaillant à Madagascar, il revient en général 1 ou 2 fois par an. Pourtant, Mariette, sa sœur, le 15 décembre 2006, s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles de lui. L'avion de Raphaël en provenance de Madagascar était censé arriver à 7h20 à Paris. L'avion de Raphaël Lomoro en provenance de Madagascar est censé arriver à 7h40 à Paris. Mariette, en discutant avec ses frères et son fils, va comprendre qu'il n'a donné de nouvelles à personne. Elle décide alors d'appeler la femme de Raphaël, Simone, et elle lui dit qu'elle est bien allée chercher son mari à l'aéroport. Mais apparemment, elle l'aurait laissé sur le bord de la route après une dispute et n'aurait plus eu aucune nouvelle de lui depuis. Bonne année à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et je sais que j'ai mis un peu de temps à faire les vidéos, je suis désolée, il y a eu beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte en regardant mes vidéos que je ne faisais pas d'avertissement de trigger warning, si on peut dire ça comme ça. Et du coup je vais le faire, je pense que c'est mieux pour vous, voilà. Donc dans cette affaire on va parler de meurtre, de violence conjugale et d'infidélité, de problèmes familiaux, voilà, en gros. La famille de Raphaël Lomoro est une grande famille, il y avait 13 enfants en tout. C'était une famille italienne qui a emménagé en France à cause de l'exploitation du charbon. Et comme à l'époque, chaque bras compte, les enfants souvent travaillaient aussi avec les parents dans les mines. Et c'était le cas de Raphaël. Malheureusement pour Raphaël, les mines de Lorraine vont petit à petit fermer, ce qui va laisser Raphaël au chômage. Maintenant, j'ai lu plusieurs choses et je ne sais pas si à ce moment-là il prend sa retraite anticipée, ou si seulement il demande une aide de reconversion. J'ai lu les deux, il n'y a pas marqué exactement ce que c'est, mais voilà. Donc c'est soit il a fait une reconversion, soit il a fait sa retraite anticipée. Raphaël est perçu comme quelqu'un de très charmant et quelqu'un qui va enchaîner ses conquêtes dans sa jeunesse. Et c'est en 1983 qu'il rencontre Simone et qu'il va épouser. Et il faut savoir qu'il avait déjà eu une épouse avant Simone, et avec cette épouse, il avait eu 2 enfants. Raphaël Lomoro est quelqu'un de très actif. Il a toujours travaillé et il a fait plusieurs boulots pour subvenir à ses besoins. Et une fois qu'il a pris sa retraite anticipée, il décide d'aller faire fortune à Madagascar dans le commerce de la vanille. Ou du moins il va essayer de faire fortune. Il rend quand même visite à sa femme Simone et à ses 6 enfants. Il a 5 filles et un garçon. Et il reste en France au moins 2 mois sur 12. Et c'est quelqu'un qui appelle souvent à la maison, que ce soit pour les occasions, les anniversaires, les fêtes, ou simplement pour avoir un peu de nouvelles et donner des nouvelles aussi de lui. Donc c'est une famille quand même qui était proche, et Raphaël tenait beaucoup à ses enfants, on le voyait à travers les appels, et passer 2 mois quand même sur 12 alors que tu travailles dans un autre pays, c'est quand même, je trouve, une preuve concrète. Et d'ailleurs, d'après sa sœur Mariette, il tient énormément à ses enfants, et c'est en grande partie pour eux, si ce n'est juste pour eux, qu'il est parti essayer de faire fortune à Madagascar. Il a envie de laisser quelque chose à ses enfants derrière lui. Et le 15 décembre 2006, cela fait déjà 5 ans que Raphaël travaille dans la culture de vanille à Madagascar. Ce fameux 15 décembre 2006, Raphaël était censé arriver à Roissy-Charles de Gaulle à 7h20 et ensuite être récupéré par sa femme Simone.
Et pour faire un petit point sur Simone, c'est une personne qui est décrite comme très introvertie, mais très préoccupée par ses enfants. Elle leur montre beaucoup d'amour et elle ferait n'importe quoi pour les protéger. Mais dans tous les cas, c'est à peu près à ce moment-là qu'il entend parler du commerce de la vanille. En 2003, il décide de partir à Madagascar en repérage. Et selon sa sœur Mariette, il tombe fou amoureux du pays. Et c'est très vite qu'il va passer 10 mois sur 12 dans ce pays, à Madagascar, à étudier la vanille. Et c'est exactement à Tamatov, la côte est de l'île, où il achète 1 hectare, presque au bord de la mer. Là-bas, il va rencontrer un malgache qui s'appelle Francis. Et qui va vite devenir son bras droit. Son commerce marche bien et il semble être très apprécié des habitants. Il va même apprendre leur langue pour parler avec eux et pouvoir communiquer juste dans la langue du pays. Francis va décider de présenter sa sœur à Raphaël, sa sœur qui s'appelle Mireille. Mireille a 15 ans de moins que Raphaël et les deux vont très vite tomber en amour. Donc Raphaël va commencer à lui faire des cadeaux, lui offrir des fleurs. Ils vont commencer à partir ensemble pour faire le commerce tout autour de l'île de Madagascar. Et au fil des années, leur amour devient tellement fort qu'ils vont donner naissance à 2 enfants. Ce sont 2 garçons. Et évidemment, c'est une relation secrète qui... vraiment personne n'est au courant, que ce soit à Madagascar, qu'il a une femme, ou en France, qu'il a une autre famille à Madagascar. Et ils gardent tout ça assez secret. En attendant, Simone élève seule leurs 6 enfants, même si il participe financièrement aux besoins de la famille. Et comme je l'ai dit, il a cette habitude de prendre des nouvelles au téléphone, que ce soit pour sa femme, ses enfants ou ses frères et sœurs. Donc, il y a quand même ce lien qui est là. Sans compter qu'il passe les 2 mois d'été en France avec sa famille, enfin avec Simone et ses 6 enfants. Nous sommes à Tamatose, à Madagascar, le 14 décembre 2006, jour de son anniversaire. Et de mon anniversaire. Il va à l'aéroport de Tamatove. Mireille commence à s'inquiéter parce qu'elle ne reçoit pas de nouvelles de lui une fois parti. Et puis, même chose pour Mariette, sa sœur, qui, elle l'attend en France, mais qui ne reçoit pas de nouvelles et qui trouve ça très étrange. Elle décide donc d'appeler Simone, qui va lui expliquer que le 15 décembre, le jour de son arrivée, il a fait ce qu'il avait à faire sur Paris, puis il serait retourné à Madagascar. Et puis Mariette semble étonnée puisque il n'a pas l'habitude de venir en France et de repartir sans avoir visité sa famille, sans avoir passé Noël avec ses enfants, ni sans avoir envoyé un texto à sa sœur, ses frères, ses neveux. Pour elle, tout ça, ça semble très étrange. Et à ce moment-là, elle se dit peut-être qu'il y a eu un problème avec ses cultures à Madagascar et qu'il a fallu de toute urgence qu'il retourne à Madagascar. C'est alors que Noël passe, le Nouvel An passe, le téléphone de Raphaël est toujours sur messagerie et il n'a envoyé aucun message et passé aucun appel à sa famille. À nouveau, Mariette appelle Simone pour savoir s'il a eu des nouvelles de son mari et rien. Cela fait 14 jours qu'ils sont sans nouvelles de lui et ça ne lui ressemble pas du tout. Et c'est là que j'ai eu du mal à comprendre pourquoi ils ont attendu si longtemps pour faire quelque chose, parce que Mariette va attendre 3 mois de plus. En fait, elle va attendre que son anniversaire passe, et quand son anniversaire va passer et que Raphaël ne lui aura pas envoyé de texto, c'est là qu'elle va se dire « Ok, il y a quelque chose qui va pas, je vais aller voir la police. » Moi, ça m'embête un peu parce que 3 mois, pour quelqu'un qui donnait des nouvelles régulièrement, c'est beaucoup trop. Déjà 15 jours, c'est extrême. Enfin, extrême. Pour moi, je trouve ça beaucoup, mais 3 mois... Enfin bref. Et puis, il y a Mireille, qui est toujours à Madagascar, et qui, pour elle, a été abandonnée par le père de ses enfants. Ou en tout cas, ça en a l'air pour elle. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien, et elle commence même à s'inquiéter
de ce qu'elle va faire, des cultures, de comment elle va pouvoir gérer ça toute seule. Voilà, elle commence à s'inquiéter. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que Mireille et Francis pensent que Raphaël est en France, et sa famille en France, donc Mariette, Simone et tous ses enfants, pensent qu'il est à Madagascar. Il y a un quiproquo qui pourrait expliquer le fait que 3 mois se sont passés sans qu'ils se posent... Enfin, pas sans qu'ils se posent de questions, mais sans qu'ils essayent d'aller plus loin. Et en fait, tout à l'heure, j'ai dit qu'ils allaient voir la police 15 jours après, enfin 3 mois après. Non, 3 mois après, ils commencent sérieusement à s'inquiéter, mais ils laissent passer encore du temps jusqu'au 17 juin 2007. Donc 6 mois, en fait. Et c'est Mariette qui décide d'aller à la gendarmerie déclarer la disparition de son frère. Le problème, c'est que les flics vont lui répondre que c'est un homme grand, il fait ce qu'il veut, et il est très certainement parti avec une autre. Et là, elle me dit, oui, il est bien venu, il est venu sur la capitale, donc Paris, mais il est reparti à Madagascar. Elle me rassure. Et ça, c'est vrai que quand il était dans la bourse, qu'il partait 1 mois, 2 mois, 3 mois, il nous disait, c'est pas la peine de me joindre, vous y arriverez pas. Les mois passent. Au téléphone, Simone semble de plus en plus embarrassée, jusqu'à ce fameux jour, 5 mois après la disparition. Au mois de mai, je lui ai dit, Simone, écoute, là, maintenant, c'est pas possible. Il m'a pas appelé pour l'anniversaire. Elle se met à pleurer, elle m'a dit, tu t'imagines, il a même pas appelé mes gosses pour leur anniversaire. Et là, elle commence à me dire, oui, tu sais, il faut faire très attention. Il fait partie de la mafia parce qu'il fait des trafics de drogue, il fait des trafics... pardon ? Raphaël aurait donc des ennuis avec la mafia pour une affaire de drogue. C'est une hypothèse qui lui semble totalement invraisemblable. Lui, traficoter avec des mafieux? Ah non, jamais. Non. Lui, c'était droit. Sur ce sujet-là, mon frère était contre. Alors là, drogue, c'était même pas la peine de lui en parler, parce que s'il avait vu quelqu'un, il l'aurait dénoncé lui-même. On nous a dit, vous savez, c'est un adulte... Il est libre de faire ce qu'il veut, il est majeur, vacciné, si ça se trouve, il est peut-être parti se planquer, il est peut-être parti avec quelqu'un d'autre. Je dis non, quand même, nous on sait très bien que c'est pas possible, on connaît d'autres frères, ce que vous nous dites là, c'est pas possible. Et heureusement que Mariette est là, puisque Mariette va insister jusqu'à ce que le procureur classe sa disparition inquiétante. Et donc, les enquêteurs vont enfin commencer à enquêter un peu sur cette affaire, et ils vont commencer par étudier tous les voyageurs du vol Madagascar-Paris. Donc, ils confirment bien que Raphaël arrive le 15 décembre 2006 à 7h40 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et il faut bien marquer que son billet aller a été pointé, son billet retour n'a pas été pointé. Donc on sait qu'il est arrivé en France et n'est jamais reparti à Madagascar. Ensuite, les enquêteurs comprennent bien que Raphaël a arrêté de donner signe de vie du moment où il a posé le pied en France. Et c'est aussi à ce moment-là, quand il arrive en France, que son téléphone arrête d'émettre. Pour eux, Simone est la dernière personne à avoir vu son mari vivant. Bien évidemment, elle est interrogée par la gendarmerie et elle va leur dire « Raphaël m'a appelé quelques jours avant pour que je vienne le chercher ». Apparemment, le jour J, aux alentours de 7h, accompagnée de sa fille de 17 ans, Samantha, elle serait allée chercher son mari à l'aéroport et il serait arrivé 2 heures en retard et très énervé. Il aurait eu des remarques déplacées envers sa femme et sa fille avant de claquer la portière de la voiture et partir. Les 2 femmes à ce moment-là seraient retournées chez elles à Folklin et Raphaël aurait disparu. Et pour Simone, c'était la dispute de trop. Elle voulait oublier son mari, elle voulait passer à autre chose et surtout se concentrer sur ses 6 enfants, leur donner l'amour qu'ils avaient besoin et leur donner toute l'attention. Et évidemment, en entendant ça, les policiers ne sont pas dupes, enfin en tout cas les enquêteurs ne sont pas dupes, ils vont décider de mettre Simone sur écoute. Et ils vont se rendre compte que depuis la disparition de son mari, Simone jette toutes ses affaires, ou en tout cas se débarrasse de toutes ses affaires. Elle ne laisse pas d'affaires personnelles de son mari dans sa maison. Elle va même vendre la voiture de Raphaël
même si vendre n'est pas le bon mot, puisque Mariette raconte qu'elle l'a quasiment donné tellement elle l'a vendu très peu cher. Et Mariette va expliquer que jamais il ne l'aurait laissé vendre sa voiture parce que c'était déjà sa voiture préférée et que si il avait eu besoin de sortir de la vie de Simone, il l'aurait tout simplement pris avec lui. Jamais il l'aurait laissé Simone vendre sa voiture. Et d'après Simone, c'était le souhait de Raphaël de tourner la page autant qu'elle voulait tourner la page. Évidemment, les policiers vont continuer d'enquêter et ils vont assez vite découvrir la famille qu'il avait à Madagascar. Et ils vont apprendre ça à Mariette et Simone. Mariette, Simone et toute la famille de Raphaël, que ce soit les frères et sœurs de Raphaël, les enfants, malheureusement. Évidemment, tout le monde tombe de très haut. Il n'avait jamais parlé de cette relation à qui que ce soit. Et pour ses frères et sœurs, c'est assez choquant parce que, évidemment, je suppose que tu vois ton frère comme quelqu'un de... Voilà, d'incroyablement bien, incroyablement gentil. Je pense pas qu'à un moment, ils auraient pu penser qu'il avait une autre famille quelque part, malheureusement. Et cerise sur le gâteau, sa rivale a eu 2 enfants avec son propre mari. Un premier en 2004 et un second en 2006. Une liaison que Raphaël avait cachée à tout le monde, y compris à ses frères et sœurs. Il se gardait bien de le dire, je crois. Hein. Il n'avait pas chanté ça sur les toits. Hein. Si jamais ça sortait aux oreilles de sa femme, c'était fini pour lui. Hein. On était... Sur le coup, on était sidérés. On s'est dit, c'est pas possible, mon frère. Bon sang, 2 enfants à Madagascar, c'est pas possible. Un gars, quand il part, il va pas se faire curer. Hein. Il va pas moine. Hein. Alors là, je suis tombé des nues. Mireille et ses frères tombent de haut. Jamais ils n'auraient pensé que leur frère pouvait avoir une relation extra-conjugale et encore moins une famille et 2 enfants dans un pays étranger. Simone, par contre, va dire aux policiers qu'elle était au courant et que ça aurait été Samantha, la fille de 17 ans, leur fille de 17 ans, qui l'aurait découvert en fouillant l'ordinateur de son père. Et si Simone, en découvrant sa vie secrète à Madagascar, s'en serait pris à son mari? Nous sommes à Folklin en septembre 2007. 10 mois après la disparition de Raphaël Lomoro, et Simone est plus que surveillée. Et les policiers vont remarquer qu'une des enfants, Samantha, va vite les intéresser. Elle est blonde, jolie, elle aime être apprêtée, elle est coquette. C'est une ado qui sort beaucoup pour faire la fête. Seulement les policiers vont éplucher les comptes en banque de la famille et vont découvrir que depuis la disparition de Raphaël, Simone et ses enfants vivent une vie au-dessus de leurs moyens. Samantha aussi se fait remarquer car elle va utiliser pour payer ses achats un chéquier au nom de son père. Bien vite, Simone et ses filles vont vider le compte en banque de Raphaël. Après la disparition de Raphaël, Simone et ses filles vont acheter bijoux, vêtements, beaucoup de choses très superficielles et elles vont vite être nommées les Paris Hilton. Samantha ne fait que dépenser. Et comme la famille ne roule pas sur l'or de base, ça va, pas inquiéter, mais ça va lever les soupçons sur elle. Simone, elle, va faire 4 traits d'argent dans 4 distributeurs différents avec la carte de son mari disparu. Et ce que Simone a oublié de dire aux enquêteurs, c'est qu'elle a également un amant. Amant qui se prénomme François, il a 59 ans, et Mariette va être assez vite mal à l'aise par rapport à cette relation, car il vient assez vite s'installer avec Simone et les enfants. Ils ont des projets futurs sur le long terme, des projets rénovation de la maison. Et Mariette a juste l'impression qu'elle a remplacé Raphaël par François. Et quand cette information va parvenir aux oreilles des enquêteurs, ils vont avoir l'impression d'y voir un peu plus clair sur la situation. Le 13 novembre 2007, Simone est placée en garde à vue en plus de Samantha et François.
Et Simone va raconter ce qu'elle a raconté à Mariette, en sachant que avec Samantha, elles sont allées récupérer Raphaël à l'aéroport, qu'ils se sont disputés et qu'il aurait quitté la voiture sans plus jamais donner de nouvelles. Samantha donne un récit assez similaire et ajoute qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire. Donc on pourrait se demander là, est-ce qu'il y a eu concertation entre mère et fille? Sûrement, mais on ne saura pas. Et François, qui je vous rappelle est l'amant de Simone, dit aussi ne rien avoir à faire avec cette histoire et qu'il était à un cours de tibétain à ce moment-là. Les policiers vont vérifier, effectivement il est inscrit à un cours de tibétain, je vais y arriver. Ils vont avoir un léger doute sur lui car son téléphone est coupé entre 8h38 et 10h46. Mais le téléphone borne à 10h46 près des universités, donc pas loin de là où se passent les cours de langue, les cours étrangers, de langue étrangère. Donc les policiers vont le mettre hors de cause car ils pensent qu'il dit la vérité et qu'il n'était pas avec Simone à ce moment-là. Les gendarmes décident alors de perquisitionner la maison familiale de Simone et Raphaël. En fouillant la maison, les policiers vont retrouver la carte vitale, la carte d'identité, la carte de crédit, le chéquier et l'ordinateur portable de Raphaël Lomoro. Donc à ce moment-là, les policiers se posent une question. Est-ce que Raphaël Lomoro serait parti sans sa carte d'identité, sans ses cartes en général, sans vêtements, sans ordi? Et avec ces nouvelles preuves, pour eux, la version de Simone ne tient plus. Mais elle va rester sur ses positions et elle va dire que Raphaël serait reparti à Madagascar. Seulement, les policiers savent quelque chose qu'elle ne sait pas, c'est-à-dire que le billet retour n'a pas été pointé. Donc il n'est jamais reparti à Madagascar. Et en plus, les policiers savent que Raphaël avait 2 armes, 2 pistolets enregistrés en France. Donc j'ai dû faire un peu mes recherches parce que je n'y connais rien. Donc en fait, il avait le port d'armes et il avait enregistré 2 pistolets chez lui. Et manque de peau, quand les policiers ouvrent le coffre où sont censés être les armes à feu, il manque le 355 Magnum gros calibre. J'espère que je dis le bon nom. Et là, ils se disent qu'entre les transactions financières assez suspectes, ces affaires retrouvées chez lui alors qu'il est soi-disant à Madagascar, et maintenant l'histoire du pistolet, pour eux, Simone est plus que suspecte. Et pour eux, la théorie que Simone se serait débarrassée de son mari se renforce beaucoup. Et puis, elle finit par craquer et avoue qu'elle a tué Raphaël. Mais avant d'avouer ça, elle demande aux policiers qu'on ne lui enlève pas la garde de ses enfants et qu'on ne les place pas. Et comme les policiers vont lui promettre, c'est là qu'elle décide d'avouer la vérité. Donc là, il faut vous accrocher parce qu'on est à la 4e partie et c'est pas fini. Donc on va commencer avec l'explication de Simone. Pour elle, le 15 décembre 2006, Raphaël a bien atterri à Paris, mais il ne serait jamais reparti à Madagascar. Tiens donc. À peine arrivé, Raphaël l'aurait insulté sur ses dents, et puis il se serait endormi à l'arrière de la voiture, la tête sur un coussin. Ensuite, Simone aurait conduit sur l'autoroute A4 en direction de l'est de la France avec un pistolet caché sous son siège. Je rappelle que Samantha est installée sur le siège passager. Simone dit qu'elle a roulé pendant à peu près 1 heure avant de s'arrêter sur une aire d'autoroute. Elle avoue avoir pris le pistolet sous son siège, s'être tournée et avoir tiré sur son mari. Il a ouvert la portière arrière droite, puis s'est installé à la place arrière droite, juste derrière Samantha. Puis nous avons démarré. Il ne s'est pas soucié si on allait bien, et au contraire, il s'est moqué de moi. Elle explique ensuite que dans la voiture, c'est une véritable douche froide. Raphaël est odieux pendant un bon moment.
Finalement, il s'est calmé puisqu'il a fini par somnoler et enfin s'endormir à moitié. Puis, elle aurait décidé de s'arrêter sur une aire d'autoroute. J'ai stoppé la voiture dans le prolongement de la station, sur un parking un peu à l'écart. À ce moment-là, mon mari y dormait bien. Il était assis mais avachi sur son siège. Voici comment, selon Simone, les choses se seraient ensuite passées. Elle aurait pris une arme qu'elle avait pris soin auparavant de dissimuler sous son siège. J'ai débouclé ma ceinture de sécurité. J'ai tendu mon bras droit en direction de sa tête, entre les deux sièges avant. J'ai posé le canon du revolver contre la tempe gauche et aussitôt j'ai actionné la gâchette. Un coup est parti. J'ai vu beaucoup de sang gicler. Raphaël n'a émis aucun bruit. Il n'a quasiment pas changé de position. Je me suis repositionné normalement à ma place. Elle affirme n'avoir tiré qu'une seule fois et que Raphaël serait mort sur le coup. Évidemment, ils vont se tourner vers Samantha et elle va fondre en larmes pendant une bonne dizaine de minutes. Puis elle va donner une version qui correspond à la version de Simone. Elle va expliquer qu'elle aurait tamponné la plaie de son père avec un chiffon propre et qu'elle aurait enlevé le sang de son père sur la vitre de la voiture et que, en gros, elle aurait aidé à nettoyer la voiture de sa mère. Et selon les deux femmes, elles auraient repris la route. Je rappelle qu'il restait 400 km avant d'arriver chez elles. Et donc elles vont faire 4 à 5 heures de route sur l'autoroute avec un cadavre à l'arrière. Je veux dire, c'est pas comme si c'était des petites routes. C'est une autoroute. Il y a aussi des contrôles. Sur 4-5 heures de route, il y a quand même des contrôles. Mais apparemment, les deux femmes vont arriver à leur maison sans encombre. Simone ne laissera rien paraître et se contentera de garer la voiture dans la cour arrière, enfin le jardin arrière, là où les enfants ont l'habitude de jouer, tout simplement. Elle va sortir le corps de la voiture, l'empiler de palettes et de bois, elle l'aurait arrosé d'essence et elle aurait mis le feu à son corps. Le feu aurait brûlé pendant 3 jours sans qu'elle ne vienne l'alimenter. 3 jours, c'est énorme je trouve. Les policiers ne retrouveront jamais de traces de Raphaël dans ce jardin. Ni os, ni vêtements, ni bijoux, absolument rien. Évidemment, je me suis beaucoup concentrée sur Simone parce que c'est la principale suspecte. Mais si on revient un peu à sa sœur, ses frères et sœurs et tout ça, et les frères et sœurs de Lorenzo bien sûr, ils apprennent ça au bout d'un moment aussi, entre l'autre famille à Madagascar, ensuite les aveux de Simone, et Mariette est vraiment sous le choc. Elle qui attend encore de le voir passer sa porte d'entrée pour lui dire bonjour, elle ne veut pas y croire. Évidemment, ça va être le même choc pour Mireille et ses deux enfants, qui pensaient pendant tout ce temps que leur père et leur leur compagnon, l'avaient abandonné et leur avaient laissé le travail en plus. Ils apprennent que non seulement il avait une femme en France, mais en plus que cette femme l'aurait tué. Ce n'est même pas les policiers qui mettent Mireille au courant, c'est Mariette qui, 1 an après la disparition de son frère, va tout de même appeler cette famille pour leur apprendre que la femme de Raphaël l'aurait probablement tué. Simone Lemorot est entendue par le juge d'instruction le 15 novembre 2007, puis est mise en examen pour assassinat, puis est incarcérée. Et malgré les aveux de Simone, les policiers ne trouvent aucun corps. Et ils ne retrouvent pas non plus le pistolet de Raphaël. Comme les policiers veulent avoir un dossier plus solide sur Simone et sur cette enquête de Raphaël, ils vont continuer l'enquête et, surprise, on ne sait pas d'où ça sort, mais Simone dit avoir d'autres révélations sur Raphaël. Elle va alors leur dire que Raphaël était un tyran, qu'il était violent, que c'était quelqu'un d'autoritaire avec un caractère fort, autant envers elle qu'envers ses enfants. Et quand Mireille et Mariette vont apprendre ça, elles vont nier. Elles vont dire que ce n'est pas possible, que Raphaël n'était pas quelqu'un de violent, que ce n'était pas un tyran. Et pour Mireille,
ça ne fait pas sens, pardon, parce que elle serait de suite allée voir la police s'il avait levé la main sur elle ou sur ses enfants. Elle ne serait pas restée avec lui s'il était violent. Et je sais que beaucoup pensent que c'est facile de dire oui, je ne serais pas restée avec quelqu'un de violent, et puis c'est plus difficile de le faire. Mais j'ai l'impression que c'est assez différent dans ce cas-là, puisque il jonglait avec 2 pays, il jonglait avec 2 familles. Si vraiment il avait été violent, bon, peut-être pas pour Simone, parce que quand même il ramenait des sous à la maison, mais pour Mireille, elle avait sa vie avant lui à Madagascar. Même si elle avait eu 2 enfants avec lui, je pense que entre son frère et sa famille à Madagascar, elle aurait pu un peu plus facilement que Simone s'extraire de cette situation compliquée. Évidemment, je peux me tromper, hein, je suis pas la science infuse. En tout cas, c'est ce qu'elle affirme au policier. Elle serait directement allée voir la police s'il avait un jour levé la main sur elle ou sur ses enfants. Et puis je sais que ça fait beaucoup d'informations, que les policiers n'ont pas vraiment de pistes à suivre, puisqu'ils n'ont pas d'indices, ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien. Mais il y a une question qu'ils se posent, c'est qu'est-ce que faisait Samantha avec sa mère au moment de l'assassinat? Et pour répondre à cette question, les enquêteurs font une reconstitution. Simone raconte qu'elle aurait caché le pistolet sous le siège le matin même, car elle avait peur que son mari s'en prenne à elle. Et surtout, à Samantha. Et comme Samantha dit que... affirme avoir nettoyé la voiture et avoir aidé sa mère à cacher un crime, et qu'en plus, elle a 17 ans, elle est mineure, elle sera jugée par le tribunal des enfants pour détérioration de scène de crime. Donc si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, c'est que déjà vous avez regardé toute la vidéo, merci. Non, et puis c'est surtout qu'on arrive aux conclusions de cette affaire. Et qui dit conclusion dit qu'on n'a pas grand-chose d'autre dans ce cas-là, malheureusement. Et bien que Simone, sa femme, ait dépeint de lui un personnage violent et tyrannique et tout ce qu'elle avait envie de dire, je pense quand même que l'argent aurait pu être un motif valable dans toute cette histoire. Parce que Simone et Raphaël avaient un contrat de mariage. Et si les deux divorçaient, Simone perdait la maison et perdait de l'argent. Donc elle n'aurait rien gagné de ce divorce. Le juge va décider de la renvoyer devant la cour d'assises pour assassinat. Ce qui est donc classé comme un meurtre avec préméditation. Donc meurtre avec préméditation, seulement le mobile de l'argent n'est pas retenu. 3 ans après, le 18 mai 2010, Simone est la seule accusée dans ce procès. Pendant son procès, Simone reste droite, le regard fixe. On a l'impression qu'elle a une expression un peu glaciale. Et surtout, elle ne semble montrer aucun remords par rapport à cette affaire. Et il faut noter qu'elle ne dira jamais pardon à la famille de Lomoro, que ce soit à Mariette, à Mireille ou à ses autres enfants. Mais dans le procès, on va pointer quelque chose d'assez intéressant, c'est que la préméditation ne tient pas. Pourquoi elle aurait prémédité un crime si c'est pour amener sa fille de 17 ans, pour qu'elle voie une scène atroce? Mais Simone ne va pas lâcher sa version de l'homme violent. Et le problème, c'est que quand on va interroger les enfants de Simone, c'est qu'ils vont dire la même chose que leur mère. Est-ce que, encore une fois, c'est une mise en scène? Elle avait demandé à ses enfants de dire ça? Ou est-ce que c'était réellement le cas? Ça, on ne le saura jamais, je crois. L'avocat général de la cour d'assises va demander une peine de 10 ans, qui, pour beaucoup, n'est pas assez pour un assassin. Et puis, il y avait excusez-moi, mais il y avait cet argument, que pour moi c'est un argument pour les violeurs, mais voilà, qui est de...
elle est jeune, elle pourrait refaire sa vie. Oui, elle est jeune, elle pourrait refaire sa vie. Mais elle a quand même tué quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est bien de penser à la vie du tueur, mais ça serait bien de passer à la vie des victimes aussi, des personnes qu'elle a laissées derrière sans père, sans frère, sans amant. Enfin, je déteste cet argument. Simone sera finalement condamnée à 17 ans de réclusion pour l'assassinat de Raphaël Lemorot. Et ça reste un soulagement pour la famille de Raphaël, pour ses frères et sœurs, même s'il reste beaucoup de questions en suspens. Elle est en prison. Elle a été jugée pour 17 ans et ils en sont très contents. Samantha, quant à elle, sera condamnée à 18 mois de sursis pour détérioration de scènes de crime. Et ironiquement, Samantha sera libérée en 2016, c'est-à-dire 8 ans après le procès. Elle n'a même pas fait la peine qu'on lui avait décidée au tout début, c'est-à-dire 10 ans. Elle n'a même pas fait 10 ans. Donc, je ne vois pas par quoi on pourrait finir cette vidéo que par des questions, puisque c'est tout ce qui nous reste de cette affaire-là. Où est le corps de Raphaël Lemorot? Est-ce qu'il était réellement violent avec sa femme et ses enfants en France? Pour sa sœur Mariette, qui préfère parler de lui comme s'il était toujours vivant, elle reste persuadée que Simone lui voulait son argent. Ben voilà, si vous êtes restés jusque-là, merci beaucoup. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne année, parce qu'il me semble que c'est la première de 2023. Première vidéo 2023. Voilà. Une affaire française. Une affaire qui m'a beaucoup... en fait, je me suis posé beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions sans réponse. Et j'espère qu'un jour, on pourra pourra avoir ces réponses-là. Un jour, on trouvera peut-être pourquoi elle a fait ça, quelle était la réelle vérité derrière tout ça. En tout cas, comme d'habitude, moi je me suis éclatée à rechercher cette histoire. J'espère que vous laisserez un pouce en haut, je sais pas comment on dit, un pouce en l'air, tout simplement. Et évidemment, si vous avez des suggestions sur une histoire précise, n'hésitez pas, je vais y arriver, à me laisser un commentaire. Bonne année encore une fois.